Vous regardez New World Info, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour décryptage. En Centrafrique, la campagne électorale en vue des élections générales, la présidentielle, les législatives, les municipales et les régionales, a prévu le 28 décembre prochain, officiellement démarré samedi dernier à Bangui. Plusieurs candidats, dont le président sortant, Faustin Archange Touadéra, ont lancé leurs activités par des meetings. Il affrontera de nouveau dans les urnes son principal adversaire, l'opposant Anissé Georges Deleguélé, candidat du URCA. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. La campagne électorale pour les élections générales a débuté donc en Centrafrique. Ce rendez-vous électoral, en quoi est-il déterminant pour l'avenir politique du pays? Cela va dépendre du comportement des Centrafricains et surtout du comportement des politiques centrafricains. Qu'on se rappelle que cette campagne se déroule dans une situation de tension parce qu'une bonne partie de l'opposition centrafricaine ayant compris qu'une élection ne se gagne pas le jour du scrutin, ça se gagne également à travers le processus électoral. Ils ont réclamé depuis fort longtemps que ce processus électoral soit revu, ce qui n'a pas été accepté par le pouvoir, sans compter que ces partis n'ont jamais été d'accord avec la révision constitutionnelle sur mesure qui avait été faite pour permettre tout simplement au président Faustin Archange Touadéra de pouvoir être candidat pour un troisième mandat. Donc on revoit en Centrafrique aujourd'hui ce qu'on a déjà vu plusieurs fois dans plusieurs pays. On a vu ce que cela a donné comme résultat et malgré tout, comme je le dis régulièrement, on refuse de tirer les leçons de l'histoire. L'histoire est là, elle est très claire. Ça, c'est le côté pouvoir. Dans le côté opposition, malheureusement, même chose. On refuse de tirer les leçons de l'histoire. Vous avez Anissé Georges Deleguélé qui a toujours fait partie de l'opposition, qui était dans la coalition, mais la coalition a plutôt préféré ne pas participer à ces élections. Lui, il a décidé d'y aller. C'est vrai que c'est des contradictions politiques et c'est normal qu'il y en ait dans l'opposition. L'opposition n'est pas une église où tout le monde pense la même chose. Mais quand on veut le changement, est-ce qu'on ne peut pas s'entendre sur l'essentiel au moins? Vous n'êtes pas d'accord avec un troisième candidat de Touadéra, mais créez les conditions pour que même à travers des élections, que Touadéra ne devienne pas une troisième fois président de la République. Et on l'a vu. La Gambie l'a fait. Le président actuel, bien qu'il s'est éternisé finalement au pouvoir, était un président de rechange. Le Sénégal l'a fait. La Côte d'Ivoire l'a raté. Le PDCI et le PPACI ont refusé de soutenir un candidat. On a vu le score fleuve qu'Ouattara a pu obtenir. Le Cameroun, on ne sait pas trop ce qui est sorti des élections, mais c'est comme si le président a eu très chaud au moins dans ces élections quand une partie de l'opposition ont décidé de soutenir un candidat qu'on considérait comme celui qui pouvait certainement contrebalancer Paul Biya. Mais la Centrafrique, c'est le moment, parce que ce n'est pas encore tard, de regarder qu'est-ce qu'on veut. Parce que comme on le dit chez moi au Sénégal, le fauteuil présidentiel, ce n'est pas un canapé, c'est un fauteuil. Donc pour une personne. Pour une seule personne même, ce n'est pas une personne, une seule personne. Donc il faut qu'on s'entende pour que ça soit une personne. En ce moment, on peut contrebalancer souvent le candidat au pouvoir. Sinon, on va vers des élections où sur ce côté-là, il n'y a pas d'enjeu. Parce qu'Anissé tout seul, ça m'étonnerait qu'il gagne les élections, alors qu'il est clair que Touadéra a changé la Constitution. C'est pour rester président de la République. L'organisation simultanée des élections présidentielles, les législatives, les municipales et les régionales constitue un défi majeur. Mais est-ce que le pays, à l'heure actuelle, est prêt à relever ce pari-là? Ce n'est pas évident parce que c'est logistique et sécuritaire également. Ça va être une grosse élection parce qu'on a 4 élections en même temps. La présidentielle, qui est celle qui est le plus en vue. Les législatives qui ne sont pas moins importantes, parce que quand une assemblée joue son rôle, c'est extrêmement important pour un pays. Les régionales, les municipales, on est un peu dans ce cadre de décentralisation que les gens ne considèrent pas encore à sa juste mesure aujourd'hui. Mais ça pose un sérieux problème. Le premier problème que ça pose, à part l'aspect économique, où au lieu de 4 élections, on organise une seule élection, est-ce que ça ne crée pas ce qu'on pourrait appeler une confusion électorale? C'est-à-dire, si le président est candidat, le président a une liste à l'Assemblée, le président a une liste à la régionale, le président a une liste au niveau des municipales,
est-ce que les gens ne vont pas confondre l'élection en votant pour le président au niveau des 4 élections? Parce que souvent, les gens disent non, ne mettez pas les élections ensemble parce que ça peut fausser le sens des élections. Bon, ici, la séparation du pouvoir exécutif et législatif risque de se retrouver mélangée parce que les gens vont voter président de la République sans tenir compte du fait qu'on peut voter président de la République à la présidentielle, voter autre chose au niveau des législatives. Ben, ça pose ce problème-là par rapport à nos populations qui, généralement, on a fait exprès, parce que moi c'est comme ça que je le dis, de ne pas les laisser avoir une certaine conscience citoyenne pour ne pas tenir tête. Mais en ce moment, vous avez une élection qui est organisée pour que le parti au pouvoir aille dans le sens de rafler toutes les élections en même temps sous prétexte d'une économie sur le plan financier, alors que bon, c'est un calcul stratégique également sur le plan politique. La question de la sécurité, elle n'est pas totalement résolue, bien qu'il y a des pas qui ont été faits avec des groupes rebelles anciennement membres de la CPC qui ont déposé les armes. Mais quand vous regardez, tous les candidats en parlent. D'ailleurs, c'est le cheval de bataille de Touadéra. Il parle de stabilité, il parle de paix, il parle de renforcement de la paix, etc. Parce que c'est vrai que de ce point de vue, entre le début de son mandat et maintenant, il y a quand même une certaine avancée sur ce plan. Et il se présente donc pour un 3e mandat. Comment évaluez-vous le bilan du président sortant? En fait, il gâte tout. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Il a fait 2 mandats. Il devait accepter de s'en tenir aux 2 mandats. Peut-être nous, les historiens, on fatigue les gens, on revient toujours en arrière, mais c'est normal. Quand il faisait sa prestation de serment, cette dame formidable, qui était présidente à l'époque du Conseil constitutionnel, lui avait précisé que vous avez dit que vous allez respecter la Constitution. Elle avait même demandé à ce que ça soit bien notifié. Mais il a fait quoi finalement? C'est-à-dire, moralement, il est en train de faire ce que tout le monde a fait, non seulement un mandat de trop, mais un mandat qu'on a forcé pour obtenir le mandat en faisant ce jeu de juridisme qui consiste à modifier la Constitution pour remettre les compteurs à 0. Non. Les compteurs de la présidence, là, on ne peut pas remettre à 0. C'est comme des seringues à usage unique. Quand tu utilises une fois, c'est fini. Ici, c'est une seringue pour 2 usages. Tu es obligé de chercher une autre seringue. Et c'est ce qu'il a fait, malheureusement. Et quand on le fait, ça ternit ce que l'on avait fait au départ. Alors qu'il faut le dire, il n'a pas fait grand-chose. Parce que quand vous regardez la République centrafricaine, les problèmes sont loin d'avoir été résolus. On l'a vu aller très à fond dans une coopération avec la Russie. Actuellement, on voit carrément un recul dans cette coopération. On voit un retour vers une coopération également avec la France qui avait été à la limite mise à la porte dans une certaine mesure à l'époque, parce que avec la coopération russe, il n'a pas obtenu tout ce qu'il voulait, puisque comme les gens le disent, le militaire chez les Russes, etc., oui, mais les Russes ne payent pas de salaire à la fin du mois quand il y a des problèmes, mais il a été obligé de retourner vers ce qu'on appelle communauté internationale, qui, il faut le reconnaître, ne nous arrange pas du tout, mais où quand on nous prête également pour pouvoir mieux nous tenir en laisse. Et face à lui, ici Georges Deleguélé, candidat du URCA, peut-on dire que cette élection se jouera principalement entre les 2 hommes ou est-ce qu'un autre candidat pourrait créer la surprise? A priori, c'est entre ces 2 hommes que ça va se dérouler. Il y a quand même un 3e qui est également un ancien Premier ministre comme Anissé Georges Deleguélé, qui s'appelle Henri-Marie Dondra, du Parti UNIR, qui pourrait être éventuellement une surprise si à cause du désaccord entre Georges Deleguélé et l'opposition, les électeurs de l'opposition préfèrent voter pour l'autre au lieu de voter pour Anissé Georges Deleguélé. Mais si on laisse les élections se dérouler comme telles, si on regarde la représentativité, quand je dis représentativité, il faut regarder ce qui s'est déjà passé d'un point de vue électoral. Parce qu'il y en a 7, il n'y a pas que 3 candidats, il y en a 7, les 4 presque personne n'en parle, c'est des 3-là qu'on parle. Mais quoi qu'on puisse dire, sauf un soutien, une sorte de sursaut pour soutien par rapport à l'ancien Premier ministre, je crains fort qu'on va revoir un combat entre Anissé Georges Deleguélé et le président Faustin Touadéra. Est-ce que le climat politique actuel peut favoriser une campagne apaisée? Les campagnes apaisées peuvent se faire même dans des climats tendus. On l'a vu en Côte d'Ivoire,
On l'a vu en Guinée-Bissau, où on a empêché également un candidat de passer. Parce que quand les gens se disent on peut régler le problème par les urnes et qu'on travaille à créer les conditions pour régler le problème dans les urnes, il n'y a pas besoin de faire la bagarre dans les rues. Mais souvent, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on dit que la campagne s'est très bien passée. Mais en réalité, c'est la campagne du président qui s'est très bien passée, parce que la campagne du président a été bien escortée, bien protégée, et c'est lui seul qui a fait une campagne à l'américaine. Les autres font une campagne qui est telle qu'il n'y avait même pas besoin souvent de grosses protections, parce que ça ne draine pas les foules d'une certaine manière. Ici, on se retrouve dans la même situation, avec une campagne qui va être déséquilibrée entre le président Touadéra et Dologuélé, une campagne qui va être également déséquilibrée d'un point de vue citoyenneté, parce que l'opposition, pour le moment, une partie plutôt de l'opposition semble rester dans cette attitude qui consiste à dire à Dologuélé, tu étais avec nous, tu es parti, bon, on te considère comme quelqu'un qui a refusé de suivre ce qui avait été décidé. Ben, nous également, on garde notre posture comme le PPACI et le PDCI l'ont fait en Côte d'Ivoire. Mais c'est toute l'opposition qui va en payer le coût. Comme ça se voit actuellement en Côte d'Ivoire, l'opposition va devoir subir 5 années du président Ouattara. Et si le PPACI a boycotté encore les législatives, bon, le PDCI quand même se décide de partir, parce que politiquement, quand tu boycottes tout, mais c'est comme un suicide sur le plan politique. Je ne dis pas qu'on ne doit pas boycotter, mais il faut boycotter là où le boycott doit pouvoir produire un résultat. Alors que dans nos pays, le plus souvent, quand tu boycottes, c'est le président qui applaudit le premier parce qu'il sait qu'il va gagner les élections avant même que la campagne électorale ne commence. Et quel rôle la société civile et les observateurs nationaux comme internationaux peuvent-ils jouer pour garantir la crédibilité du vote 4 scrutins? Non, actuellement, ce qu'on peut faire, c'est de garantir la crédibilité du scrutin. Parce qu'en fait, il faut qu'on fasse toujours la part des choses. Parce qu'au niveau du processus électoral, le président n'a pas voulu entendre raison. Ce qui a amené certains de l'opposition à préférer plutôt boycotter en se disant mais on nous mène à l'abattoir, mais si tu rentres, tu ne peux pas faire demi-tour, puisque là-bas quand tu commences, il faut avancer et quand tu avances, tu sais ce qui t'attend au bout. Certains, c'est le raisonnement qu'ils ont pris. Je ne suis pas d'accord, mais il faut le respecter. C'est comme ça qu'ils prennent les choses. Ça fait que quand on a violé tous ces éléments au niveau du processus électoral, quand on a violé sa propre parole, je jure devant tous les citoyens de défendre la Constitution, de respecter et de faire respecter la Constitution, Touadéra n'a plus de parole en République centrafricaine, comme tous ceux qui ont fait comme lui. Ils perdent leur parole d'honneur. Nous sommes en Afrique. Ce n'est pas la signature seulement qui compte. La parole également, elle compte. Mais quelle sera maintenant l'attitude des citoyens? Parce qu'il faut toujours faire la part des choses. Il y a les partis politiques, il y a les organisations de la société civile. Vous avez parfois des débats très élevés qui n'ont rien à voir avec ce que les citoyens ordinaires pensent. Et ça crée parfois ce fossé entre tout ce qu'on a dit et ce que l'on retrouve comme résultat au niveau des urnes le jour du scrutin, parce qu'il y a des gens chez qui élection signifie scrutin. C'est-à-dire prendre son bulletin, aller mettre dans l'urne. Il y a d'autres qui comprennent que l'élection, c'est tout un processus qui peut être comme des dés qu'on a modifiés en cours de route pour que personne ne puisse avoir 6. On vous demande de jouer, mais vous jouerez le nombre de fois que vous voulez. Vous n'aurez jamais 6. Mais en ce moment, ce n'est plus des élections, tout simplement. Et quelles sont, selon vous, les attentes majeures des populations centrafricaines exprimées lors de ce scrutin? On le voit quand on regarde le discours des 3 candidats dont on parlait tout à l'heure. Tous les 3 reviennent sur la sécurité. Puisqu'il y a encore quelque chose à faire au niveau de la sécurité. Et surtout, il y a des leçons à tirer de ce qui s'est passé dans ce pays. Ça, il est intéressant qu'on voit tous les candidats en parler. C'est vrai que le président actuel en est le champion parce qu'il se considère un peu comme celui qui a fait ce travail. Il le met dans son bilan. Les autres le mettent en perspective pour la République centrafricaine. Il y a les réformes sur le plan économique. Tout le monde est d'accord que la façon dont le pays fonctionne n'est pas normale. Ici, l'opposition a un discours qui est beaucoup plus intéressant en critiquant ce qui a été fait, en critiquant la corruption, etc. Bon, le président, lui, il est en train de répondre parce que c'est lui qui est le porteur de ce bilan économique
qui fait que tout le monde propose des réformes sur le plan économique. Il y a les réformes institutionnelles également qui sont proposées en considérant que le cadre institutionnel n'est pas celui qu'il faut pour une république démocratique. Il faut revoir ce cadre institutionnel. Il y a la pratique de la gestion publique, la bonne gouvernance, etc., qui est ici plus proposée également par ceux de l'opposition que par le pouvoir. Donc voilà les éléments sur lesquels on les entend le plus. Maintenant, il y a à côté ce que l'on voit à chaque fois qui n'est jamais vrai, mais qui est toujours là, pour dire aux jeunes, on va vous donner des emplois, pour dire aux femmes, on va vous trouver de quoi entreprendre pour que vous soyez vous-même employeur de votre propre personne sans avoir besoin d'aller quelque part. Il y a tout ce qu'on dit sur la santé, tout ce qu'on dit sur l'éducation, mais bon, celui qui veut y croire, il n'a qu'à y croire. Et le président sortant, Faustin Archange Touadéra, brigue donc un 3e mandat. Quel scénario envisagez-vous à l'issue du vote du 28 décembre prochain, tant sur le plan politique que social? L'inquiétude ici, c'est comment vont se dérouler les élections. Parce qu'il ne faut pas oublier que les citoyens ont la capacité de faire des surprises. Qu'on se rappelle le cas de Yaya Jammeh en Gambie, qui faisait le gros dos en disant « je n'ai même pas besoin de faire campagne, je vais gagner les élections » parce qu'effectivement, on lui a amené un candidat de seconde main. Mais le candidat de seconde main a gagné les élections. Est-ce que Touadéra est prêt à accepter une défaite si elle se produit comme ce qu'on a vu au niveau de la Gambie? Ça, c'est la grosse équation. Est-ce que cette défaite est plausible? C'est-à-dire, est-ce que les Centrafricains, parce que ça, ce n'est pas les partis politiques, ce n'est pas le président de la République, est-ce que les citoyens centrafricains sont prêts à faire ce sursaut pour donner une leçon à un président qui n'a pas respecté sa parole, qui n'a pas respecté la Constitution et qui veut faire respecter la Constitution, ce qui est paradoxal? Ça, on ne peut pas répondre parce que les populations ne sont pas encore allées le jour du scrutin et c'est un élément important. Ça fait que souvent, après, vous avez des enjeux qui deviennent de faux enjeux, à mon avis. On va regarder plutôt le pourcentage. Quel est le nombre de Centrafricains qui vont aller participer aux élections, ce qui est normalement quelque chose d'intéressant pour ce qui est de la légitimité d'un président qui doit être élu. Mais quand on va vers les élections, ce n'est pas la première chose qu'il fallait regarder. Il fallait d'abord que le jeu soit clair, que les règles soient respectées, que les élections soient transparentes, parce que ça également, c'est un des enjeux. Est-ce que, quand on va proclamer les résultats, le résultat proclamé ne sera pas proclamé par IA? Est-ce qu'effectivement, ça sera le décompte des voix au niveau des urnes qui sera publié et qui sera validé par l'institution judiciaire? Merci. Boadi Diouf, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage.